Bonjour à tous et bienvenue à Invest in Turkey Talks, le podcast qui vous plonge au cœur des dynamiques d'investissement en Turquie. Dans cette série, nous explorons les flux d'investissement directs étrangers, l'entrepreneuriat, les opportunités et les défis que peuvent rencontrer les différents secteurs, ainsi que les infrastructures et les réformes qui façonnent le climat des affaires en Turquie. Vous nous suivez habituellement en anglais, mais aujourd'hui nous vous proposons une édition spéciale en français et pour cette occasion, j'ai le plaisir de recevoir M. Sacha Parnay, vice-président commercial d'Alstom pour l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie centrale. Bonjour M. Parnex, comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cette invitation, je viens volontiers. Vous êtes ingénieur de formation et vous avez débuté votre carrière dans la recherche scientifique, notamment chez Turbomeca, la NASA et ABB. Vous avez ensuite occupé plusieurs postes de direction dans les secteurs de l'énergie, aussi bien chez Alstom que chez General Electric. Au fil des années, vous avez su conjuguer expertise technique, vision internationale et sens du terrain. Avec ce parcours impressionnant, vous êtes aujourd'hui aux commandes d'un acteur majeur du transport ferroviaire. Avant de zoomer sur la Turquie, pouvez-vous nous dire quelques mots sur l'histoire d'Alstom et ce qui fait, selon vous, sa force aujourd'hui? Alstom est un leader dans le transport ferroviaire mondial. Des trains, des locomotives, des métros, des tramways. On déplace des personnes, on déplace des containers et des biens. Alstom répond à un besoin fondamental de l'humanité qui est de pouvoir bouger. L'humanité a besoin de bouger depuis des millénaires maintenant pour répondre à des besoins très très profonds de pouvoir se nourrir. Si on veut se nourrir, soit il faut aller se déplacer pour chercher de la nourriture, soit il faut que la nourriture soit livrée à notre porte. L'humanité a de tout temps dû répondre à des besoins fondamentaux pour commencer de se nourrir. Pour se nourrir, il faut aller chercher la nourriture, donc il faut se déplacer. De nos jours, la nourriture a besoin de se déplacer à nos portes, parfois, pour pouvoir échanger entre êtres humains, donc tout ce qui est trade, tout ce qui est échange, et également pour découvrir, pour aller voir à d'autres endroits si les environnements sont meilleurs par rapport à celui dans lequel on habite. Donc le besoin de se déplacer correspond vraiment à un besoin fondamental, et Alstom est un leader sur le secteur de la mobilité pour sécuriser, pour donner des technologies, des possibilités aux personnes et aux biens de se déplacer de façon sûre, de façon efficace, de façon verte au niveau environnemental. Donc c'est un peu l'histoire d'Alstom qui s'est spécialisé sur le transport par rail ferroviaire, qui a aujourd'hui a un avantage énorme dans son empreinte carbone par rapport à d'autres moyens de se déplacer. Typiquement, vous prenez le train, vous allez avoir une empreinte carbone entre 10 et 100 fois plus basse que si vous prenez la voiture ou si vous prenez l'avion. Ce qui, dans un monde qui est impacté par le changement climatique, devient de plus en plus important. Vous avez touché à plusieurs aspects dont on va revenir en détail par la suite. Maintenant que l'on comprend mieux les fondations d'Alstom, parlons un peu d'avenir. Quelle est votre vision pour la mobilité de demain et comment vos valeurs se traduisent-elles concrètement à travers l'innovation actuelle et future? Je dirais trois mots. Mobilité verte, mobilité intelligente et mobilité pour tous. Ce sont vraiment les trois directions d'investissement technologique aujourd'hui qui sont importantes pour Alstom. Pourquoi? Parce que le marché de la mobilité est en transformation très importante, un besoin de décarboner la mobilité, un besoin de donner des possibilités de se déplacer de façon sûre à des villes ou entre villes qui grossissent de plus en plus à vitesse importante. Également des besoins de souveraineté pour les pays, parce que quand on touche à quelque chose qui est tellement fondamental, on n'a pas envie que les technologies ou les infrastructures qu'on a établies pour justement permettre à la société de se déplacer soient dépendantes d'autres pays
parce que peut-être que pour réparer les trains, il faut envoyer les trains à un autre endroit. Donc, être capable de transférer, de localiser le savoir-faire est également un point important pour les autorités en général. Et donc tout ça va driver, tout ça va guider tous les efforts d'investissement technologique d'une société comme Alstom. Donc on parle de, bien sûr, green, donc on a dit vert, la technologie verte. Alstom fait des trains électriques depuis presque 100 ans maintenant. La première locomotive électrique en Turquie était une locomotive Alstom il y a déjà 70 ans. Donc le transport électrique, c'est quelque chose qu'on sait faire depuis très longtemps. Le premier train à hydrogène a été mis en opération commerciale en Europe. C'est un train Alstom. Donc tout ce qui est traction verte pour éliminer les sources de carbone sont au centre de notre développement technologique. Mobilité intelligente, évidemment la digitalisation, le transport autonome des métros qui se déplacent sans driver sont également au centre de nos recherches technologiques. Donc de nos jours, la cybersécurité est devenue un enjeu critique dans le secteur des transports. Quelles sont les principales menaces que vous observez et comment Alstom y répond-il avec des solutions concrètes ? Qui dit digitalisation dit menace cyber, automatiquement. Si on n'avait pas de digitalisation, on n'aurait pas peur d'être attaqué par des cyber. Alstom s'est spécialisé dans le développement de technologies de protection contre ces attaques cyber. Elle se matérialise dans plusieurs endroits. On a toujours un automatisme naturel de penser que se protéger contre les attaques cyber, c'est avoir un pare-feu ou un software qui nous permet de protéger, mais en fait, ça suffit pas. Il faut aussi fabriquer les systèmes en mettant des protections de hardware, en fabriquant les systèmes de façon à ce que même quand les cyberattaques arrivent à pénétrer le système de software, il y a des pare-feux physiques qui empêchent en fait les menaces de s'étendre trop loin. Et également la capacité d'avoir des outils de monitoring, des outils d'analyse pour vérifier, pour analyser, pour détecter les attaques le plus rapidement possible et de développer, quand une attaque a lieu, malgré toutes les protections qu'on a pu mettre en place, eh bien de pouvoir avoir des systèmes d'action qui contiennent ces attaques et qui puissent les repousser. Donc un besoin aussi d'expertise humaine et d'outils localement très proches des systèmes eux-mêmes qui permettent de pouvoir agir rapidement. Donc voilà la protection cyber qui est développée aujourd'hui. On assiste à une véritable révolution technologique dans le domaine ferroviaire. Vous en avez déjà un peu parlé auparavant, mais quel progrès majeur imaginez-vous dans les années à venir, notamment autour des systèmes autonomes ? Quelles innovations Alstom développe-t-il dans ce domaine ? Alors, de la même façon, quand on parle beaucoup de voitures électriques, c'est nouveau, le train électrique existe depuis 70 ans, la mobilité autonome existe depuis longtemps. Le métro ou le people mover automatique, quand on y réfléchit, je suis certain que les auditeurs ont déjà pris un métro où il n'y a pas de conducteur. Donc c'est une technologie, c'est un mode qui est en plein développement, mais que Alstom a déjà implémenté de façon commerciale depuis très longtemps. Et donc effectivement, c'est un mode qui se développe de plus en plus. L'essence même de ce développement, c'est de pouvoir garder une sécurité absolue. Parce que par définition, il n'y a plus de conducteurs. Et donc, on veut faire en sorte que la sécurité soit conservée dans tous les cas, que ce soit dans le mode normal ou dans des modes dégradés. Donc c'est un savoir-faire énorme entre l'opérabilité des systèmes, la façon dont les systèmes fonctionnent, que ce soit en mode normal ou mode dégradé, encore une fois, et la digitalisation, les softwares qui permettent de remplacer toutes les actions qu'un conducteur pourrait faire pour conduire de façon sûre les trains.
Donc la mobilité autonome est quelque chose qui se développe de plus en plus. Les demandes sont importantes et aujourd'hui c'est très classique de faire ça sur un métro qui va à 100 km/h. On teste des technologies maintenant sur des systèmes de train qui peuvent éventuellement aller à des vitesses plus importantes. Voilà le développement du futur à ce sujet. Donc on ne peut penser l'avenir de ce secteur sans durabilité. Donc quelles sont les actions concrètes qu'Alstom met en place pour répondre aux enjeux environnementaux? Vous avez parlé de décarboner. Oui. Et quels obstacles avez-vous dû surmonter pour avancer dans ce domaine? Alors peut-être quelques chiffres d'abord. La mobilité, le transport représente 20 à 25% des émissions carbone. Donc, qui sont responsables du changement climatique. Donc, c'est un contributeur, la mobilité at large, très large, un contributeur important de l'empreinte carbone du monde, de la planète. Et donc, tout acteur qui, comme Alstom, intervient dans le secteur de la mobilité a un rôle très important à jouer pour garder une mobilité maximale et safe, mais en diminuant son empreinte carbone. À Alstom, on a décidé de se focaliser uniquement sur des systèmes de mobilité verts, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas de traction à source de carbone. Donc que ce soit gaz ou pétrole ou diesel, on a plus de produits maintenant dans notre portfolio qui sont conduits avec ce genre de fuel. Les technologies développées, le train électrique dont on a parlé, mais également des systèmes plus autonomes à base de batterie ou des trains à hydrogène vert, je dois dire, qui est important, mais un train à hydrogène qui permettent justement de diminuer au maximum l'empreinte carbone. Le vrai driver, c'est l'émission de carbone par passager kilomètre parcouru. D'accord. Donc le but, c'est de diminuer cet impact au maximum. Donc ça, c'est une implémentation qu'on fait dans nos produits. Maintenant, sur nos propres opérations également, il ne s'agit pas juste d'offrir des produits qui permettent de diminuer l'empreinte carbone, mais nous, dans nos opérations en tant que société, il est important aussi de diminuer notre propre empreinte carbone. Et là, nous implémentons régulièrement une diminution de nos empreintes en diminuant notre consommation d'énergie, surtout dans nos sites de production qui sont demandeurs en énergie. Pour construire un train, il faut de l'énergie. Et également en fournissant à nos systèmes, à nos usines, des panneaux solaires sur les toits, des systèmes de récupération d'énergie dans les trains qui permettent de diminuer au maximum. Parlons à présent de votre ancrage en Turquie. C'est un pays où vous êtes présent depuis au moins 70 ans, comme vous l'avez souligné. Oui. Donc, quel rôle avez-vous joué dans le développement des infrastructures ferroviaires du pays et comment cette relation a-t-elle évolué avec le temps ? Alors, Alstom est présent depuis les années 1950 à peu près en Turquie. Donc la première locomotive électrique était pour TCDD en Turquie était une locomotive Alstom. Donc avait utilisé la technologie Alstom. Quand on a un des drivers, c'est la souveraineté. On agit dans un domaine qui est tellement fondamental au fonctionnement des sociétés qu'on reconnaît l'importance pour ces sociétés d'en avoir le plus de contrôle possible et que le contrôle de ces infrastructures soit directement opérable, réparable, utilisable par les citoyens du pays eux-mêmes. Donc on essaie non seulement d'amener ces technologies, d'amener ces systèmes, mais en même temps de transférer un savoir-faire pour assurer que ces systèmes puissent être utilisés directement par les citoyens du pays eux-mêmes et donc de diminuer leur dépendance à des pays tiers. Donc on a toujours, quand on arrive dans un pays, cherché à localiser nos activités, à utiliser
l'écosystème existant, à faire grandir et à faire transférer un savoir-faire, faire grandir cet écosystème existant. Alstom a une empreinte locale dans plus de 60 pays dans le monde aujourd'hui, la Turquie étant l'un des plus importants. Et quand on regarde la quantité d'investissement que Alstom a réalisé, je pense que ça démontre en fait ce besoin, cette recherche pour vraiment s'implémenter et essayer de faire Made in Turkey. Donc, quand je dis ça, je sais pas juste les unités de fabrication. Bon, Alstom a fait récemment un investissement dans une usine à Bursa. Donc, c'était une usine existante turque qu'on veut aujourd'hui, dans laquelle on a investi, qu'on veut faire grandir et qu'on veut utiliser non seulement pour le marché turc, mais aussi pour le marché à l'export, principalement le marché européen. Qui est en forte demande. Et donc ça, c'est la première chose. On investit également dans les capacités d'ingénierie. Tout ce qui est signalisation, qui est tellement important pour la sécurité des passagers sur une voie ferroviaire, demande beaucoup de capacités technologiques et d'ingénierie, de contrôle et de signalisation. Et donc aujourd'hui, on a un centre d'ingénierie et de tests à Istanbul, avec plusieurs dizaines d'ingénieurs qui travaillent sur des projets ferroviaires, non seulement en Turquie, mais à l'extérieur, sur des projets aujourd'hui, Égypte, Tanzanie, Algérie, Maroc et même l'Italie. Avec l'inauguration de la nouvelle usine d'Alstom à Bursa, comment l'entreprise prévoit-elle d'améliorer sa capacité de production et d'exportation en Turquie ? Un an, là, on vient de passer l'anniversaire d'un an de cette usine, de cet investissement qu'Alstom a fait dans cette capacité de production Made in Turkey à Bursa. Ça répond en fait à cet investissement répond à une observation, une opportunité en fait win-win entre une capacité existante importante en Turquie pour des composants, des systèmes de matériel roulant, donc de train et de métro ou de tramway, et en même temps d'un acteur comme Alstom qui a un accès automatique au marché mondial. Et donc, quelque part, 1 + 1 va faire plus que 2 dans ce genre d'investissement, parce que ça va permettre à cette capacité existante en Turquie d'être exportable beaucoup plus facilement vers le monde et donc d'en augmenter son activité. Donc c'est tout le sens de cet investissement. Le sens de cet investissement va même au-delà, parce que une fois qu'une capacité de production commence à augmenter son activité, automatiquement toute la chaîne d'approvisionnement qui est autour va en être influencé, et Alstom a développé une capacité de supporter le développement de ces chaînes d'approvisionnement de façon à ce qu'elles puissent répondre aux besoins de croissance de la capacité elle-même. Et donc ça crée des jobs de façon exponentielle localement dans un endroit comme Bursa. Les plans sont importants. Aujourd'hui, il y a 200 employés qui travaillent dans cette unité de production. On a des ambitions de croissance très importantes sur les 18 mois qui viennent. La demande est très forte, particulièrement régionalement, donc que ce soit en Afrique du Nord, au Moyen-Orient ou en Europe, où la demande est déjà existante. Donc il ne s'agit pas d'aller chercher la demande, il s'agit de pouvoir répondre à la demande. Et Alstom, la connaissance d'Alstom va permettre à cet outil de production de grandir rapidement, de façon efficace, pour pouvoir répondre à cette demande et en gagner les bénéfices de la croissance. Je voulais vous demander qu'est-ce qui distingue la Turquie des autres marchés et que pensez-vous de son environnement d'investissement et du vivier des talents disponibles localement ? Pour une société privée pour un acteur privé comme Alstom, la Turquie est particulièrement attractive, offre un contexte très positif pour être entrepreneur et pour investir, qui est la base de toute entreprise privée. Sa location géographique, qui est vraiment au carrefour entre le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Europe,
donc un positionnement avec des côtes importantes, donc un positionnement logistique très positif. 2, une population déjà fortement éduquée d'un point de vue technique, scientifique, ingénierie, fabrication. Donc il y a déjà un vivier de talents existants qui ne demande qu'à grandir. 3, un environnement d'entrepreneurs. La Turquie est un pays d'entrepreneurs. Quand on vient en Turquie, ça se sent. Et ça donne une capacité pour une société comme Alstom de trouver des partenaires locaux avec qui on peut investir en commun sur des projets particuliers, comme des centres de thèse, d'ingénierie, centres de production, faire grandir un écosystème. C'est pas seulement pour nos activités, mais les activités de notre chaîne d'approvisionnement. Les opérateurs, les sociétés qui vont maintenir ensuite les infrastructures et les trains. Donc il y a tout un écosystème autour de juste le train qui ne demande qu'à grandir, et c'est important quand on investit de sentir qu'il y a déjà un vivier prêt à co-investir avec nous. Oui. Peut-être une chose qui est aussi importante, c'est qu'il y a déjà un milieu du train. On arrive dans un pays qui se déplace avec le train depuis plusieurs centaines d'années, je dirais. Et donc il y a déjà un réseau existant, il y a déjà un écosystème existant. On part d'une base très importante de reconnaissance de l'importance du rail pour la mobilité des biens et des personnes. Donc j'aimerais terminer sur un point stratégique et revenir sur les 2 centres clés qu'Alstom dispose à Istanbul, le centre régional de signalisation et le centre de haute technologie à Technopark. Oui. En quoi ces pôles sont-ils importants pour votre activité et comment contribuent-ils concrètement à vos projets en Turquie et dans la région? Alors pour commencer, la Turquie a un besoin d'implémenter des techniques de signalisation à la pointe de la technologie existante aujourd'hui. Que ce soit pour le transport urbain, on a parlé de transport autonome, où là, vous imaginez bien que le système de contrôle et de signalisation a besoin d'être très sophistiqué, driverless, donc sans conducteur, qui est aujourd'hui implémenté sur certaines lignes du métro d'Istanbul. Par des ingénieurs d'Alstom, et en particulier des ingénieurs turcs d'Alstom. La Turquie est en train d'implémenter un réseau très important de trains à grande vitesse pour connecter ces villes entre elles de façon verte, pour remplacer si possible la voiture ou l'avion. Et là encore, des trains qui naviguent à 250 km/h, parfois 300 km/h, besoin d'un système de protection de signalisation très avancé pour éviter des accidents et faire en sorte que le transport se fasse de façon sûre. Là encore, des techniques très sophistiquées de signalisation sont implémentées par des ingénieurs aujourd'hui turcs. Donc ça, c'est la première chose. Et ça nous a permis de monter un centre de connaissances, un centre de know-how important à Technopark. Sur cette base-là, on fait grandir. Quand Alstom, quand on commence à avoir une capacité d'ingénierie poussée, pointue à un endroit, automatiquement, des projets sur d'autres pays sont intéressés par utiliser cette capacité. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Cette capacité est reconnue, et donc maintenant elle n'agit plus que en Turquie, mais elle agit sur des pays des pays autour de la Turquie, sur des projets de signalisation similaires. Donc j'ai nommé des exemples comme la Tanzanie, l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, l'Italie. Aujourd'hui, même en Europe, on commence à avoir des ingénieurs turcs qui travaillent sur des projets de signalisation en Europe, démontrant le niveau technologique qu'on a déjà atteint pour transférer tout ce savoir-faire. Sur cette base-là, on a aussi identifié un besoin de pouvoir tester toutes ces nouvelles systèmes de signalisation directement en Turquie. C'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui et qui va permettre à la Turquie de gagner en indépendance sur une capacité de valider, certifier les systèmes avant d'être implémentés en Turquie.
Merci beaucoup, Monsieur Parnex, pour cet échange. Vous nous avez permis de mieux comprendre non seulement la vision d'Alstom, mais aussi les enjeux majeurs du secteur ferroviaire entre innovation, cybersécurité, durabilité et ancrage local. C'était intéressant de découvrir comment une entreprise comme Alstom s'adapte aux défis du présent tout en construisant la mobilité de demain, notamment ici en Turquie. Merci à vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts en streaming sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Moi, c'était Aylin Kulassi du Bureau des investissements et des finances de la Présidence de la République de Turquie. À très bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Merci.